Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur BFM TV. Vous êtes le conseiller spécial du président de la République. Peut-être aussi futur candidat aux législatives en Arles, votre ville natale. Pour l'instant, c'est ma ville natale, ça c'est un fait. Mais pour l'instant, il n'est pas question de candidature. Moi, je ne m'intéresse qu'aux élections présidentielle. Et vous travaillez pour le président, vous le conseillez, vous discutez avec lui de tous les sujets. Donc, je vais vous poser des questions un petit peu sur les sujets d'actualité. Allons-y. On va commencer par SeaFrance, puisque le président annonce, il s'est emparé du dossier à début de la semaine dernière, et annonce de nouveau qu'il va trouver une solution, alors que le tribunal a prononcé la liquidation. Est-ce que ce n'est pas une illusion donnée aux salariés? Est-ce que ce n'est pas un coup de bluff, une manière de les maintenir un peu dans un espoir inutile? Non. Pour l'espoir, ça n'est jamais inutile. Et tout faire pour essayer de sauver l'emploi ou pour donner un avenir aux salariés de SeaFrance, ça n'est pas inutile. Il y a deux façons de construire la politique. Et M. Jospin qui disait on ne peut pas tout faire, on n'y peut rien. Je me souviens de Villevorde, on se souvient de Michelin. Et puis, il y a une autre façon de faire de la politique qui consiste à essayer de trouver des solutions aux problèmes des gens, et en particulier là, au problème de ceux qui risquent de perdre leur emploi. C'est ce que fait le président de la République. Alors demain, qu'est-ce qu'il peut faire? Il essaie par tous les moyens de trouver des réponses. Et des réponses, il y en a. La liquidation, elle était inévitable. Ouais. Donc elle permet de remettre les compteurs à zéro et de rebâtir des projets. Alors aujourd'hui, il y a le projet il y avait le projet de la SCOP. Le projet de la SCOP. La coopérative. Ce qu'a proposé l'État, c'est d'augmenter les allocations, les indemnités chômage pour que les salariés puissent éventuellement réinvestir s'ils le souhaitaient dans la SCOP. Après ça, la décision appartiendra aux salariés. Il y a d'autres solutions. Il y a des investisseurs privés qui s'intéressent à la reprise d'une partie des activités. Il y a les propositions d'Eurotunnel qui a proposé de racheter notamment les navires. Oui, c'est un peu plus compliqué, semble-t-il, mais donc les ministres en charge du dossier, Nathalie Kosciusko-Morizet, Thierry Mariani, étudient ces propositions. Et puis la SNCF s'est engagée à offrir faire une offre de reclassement à tous les salariés de SeaFrance. Donc de toute façon, il sera fait une offre crédible à tous les salariés. On ne laissera ça veut dire quoi? Les 880 salariés vont retrouver un emploi? C'est ça que vous dites? Non, ça veut dire que la SNCF va faire des propositions. Alors, toutes ne seront pas forcément acceptables parce que certaines obligeront à changer de métier, la plupart d'ailleurs, à changer de ville ou de région. Mais enfin, il y aura des propositions. Et donc, je pense qu'entre les éventuels repreneurs, tout ou partie de l'activité, et ce que va faire la SNCF, il y aura sans doute une proposition, il y aura une offre sérieuse et crédible pour chacun des salariés de SeaFrance. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Nous ne laisserons tomber personne. Voilà. Le message ce soir donc de l'Élysée que vous portez, Henri Guénaud. Merci, j'espère qu'il sera entendu effectivement. Après, on va voir, parce que la question que je vous posais, c'était un peu ce qu'on fait des messages optimistes parce qu'on est en campagne électorale, et puis soit après la campagne électorale il ne se passe plus rien, soit même parfois avant, ça ne se concrétise pas. Mais on verra. On n'arrive pas forcément à sauver sauver l'entreprise. Je vous rappelle quand même que c'est une entreprise en difficulté depuis longtemps et mais vous vous dites on proposera une reconversion possible à chaque employé. Absolument. L'État ne peut pas intervenir directement parce que l'Union européenne, la Commission s'y oppose, parce qu'on est déjà intervenu souvent dans le passé et que l'entreprise telle qu'elle était n'était pas viable. Donc il fallait d'abord prononcer la liquidation et ensuite bâtir des projets pour reprendre tout ou partie des activités et offrir de nouvelles perspectives aux salariés. Voilà, c'est ce que le président de la République s'est efforcé de faire, et je pense qu'il a raison, et qu'encore une fois, se dire à chaque fois je vais tout faire pour essayer d'offrir une perspective à ceux qui vont perdre leur emploi, c'est même une attitude qui est très positive, en tout cas.
tout cas, je préfère celle-là à l'attitude qui consiste à dire bon, écoutez, on n'y peut rien faire. Voilà, on a déjà tout essayé. Au revoir et merci. Voilà, La taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières, c'est beaucoup on dit aujourd'hui après la TVA sociale la semaine dernière, qui était un coup à droite, vécu comme cela. Aujourd'hui, c'est un coup à gauche, la taxe sur les transactions financières. On a vu que la TVA sociale, peut-être que ça n'avait pas tellement bien marché sur le plan des sondages. Donc Nicolas Sarkozy revient avec la taxe sur les transactions financières pour remonter un petit peu. C'est une blague, ça m'étonne de vous. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas très attentif à ce que dit le président de la République. Dans ses vœux du 31 décembre, il a abordé 3 sujets qui seront sur la table du sommet sur la crise qui va se tenir. Le sommet sur la crise. On a dit beaucoup le sommet social. Depuis aujourd'hui, on dit le sommet de crise du 18 janvier. J'ai d'ailleurs dit la même chose sur ce même plateau avec Jean-Jacques Bourdin il y a pas longtemps. Non, mais c'est un sommet. C'est pas un sommet social. En fait, c'est pas une bonne expression. C'est un sommet sur la crise parce que c'est pas juste un sommet sur l'accompagnement social de la crise. C'est un sommet sur la crise. Le président de la République a proposé de rencontrer les partenaires sociaux pour parler de la réponse à la crise. Donc il y a du social, proprement dit, il y a de l'économique. Et il y a du structurel, c'est ce que... Et il y a du structurel, puisque la réponse ne peut être au fond la vraie réponse que structurelle. Alors, il a dit qu'il y aurait au moins 3 sujets qui lui paraissaient très importants. Le financement de la protection sociale et non pas la TVA sociale. Deuxièmement, le marché du travail et en particulier la manière dont on accompagne les chômeurs. Et troisièmement, la taxe sur les transactions financières. Donc c'était déjà le 31 décembre, c'est pas nouveau. Du coup, il y va tout seul, alors que... Je conteste autre chose, c'est que le financement de la protection sociale, ça soit de droite, et même si la TVA sociale, qui est une des solutions, devait être retenue, c'est pas une proposition de droite. Pardon, c'était la mesure phare du programme de M. Chevènement en 2002. Qui n'est pas un homme de droite. C'est une idée qui a été reprise et popularisée par M. Valls, Manuel Valls, aujourd'hui chargé de la communication de M. Hollande. Ça a été soutenu par M. Le Guen, député socialiste de Paris. Ce n'est pas la droite et la gauche. C'est un débat. Le débat sur le financement de la protection sociale est juste un débat qu'il faut avoir, qui a été ouvert depuis des années. Je crois que la première fois où on a ouvert ce débat, c'était après les élections de Jacques Chirac en 1995. Monsieur Arthuis, à l'époque, qui a été ministre de l'économie, et Monsieur Borotra, qui était ministre de l'Industrie, ont ouvert ce débat à l'époque. Donc on en parle depuis très longtemps, et il est maintenant absolument nécessaire de trancher ce débat. On ne peut pas continuer à financer la protection sociale en ne taxant que le travail. Voilà. Henri Guénaud, on nous a beaucoup parlé du couple franco-allemand, je dirais à toutes les sauces, sur tous les tons. Aussi sur la TVA, la taxe sur les transactions financières, c'est pas de droite et de gauche non plus, c'est une question à la fois de morale. C'était quand même la taxe Tobin, c'était quand même... Je peux vous dire quelque chose quand même. Le président de la République a mis pour la première fois dans l'histoire de la République ce sujet sur la table des négociations internationales il y a 1 an et demi. Il l'a fait inscrire. Il y en a qui l'ont fait bien avant lui, vous êtes d'accord? Non, sur les négociations internationales, pas du tout. La taxe sur les transactions financières, c'est la première fois. Le seul qui en ait parlé à peu près en même temps que lui, c'était Monsieur Gordon Brown, Premier ministre britannique, pendant la crise. Travailliste, qui plus est. Donc plutôt de gauche. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très intéressant. Donc on l'a mis dans le G20, au programme du G20 que présidait la France. Donc ça sort pas du chapeau. Non, justement. Simplement, tout d'un coup, il y a une accélération. Alors que tous les jours, on nous parle du couple franco-allemand qui doit marcher du même pas, qui doit être coordonné, qui doit, etc. Tout d'un coup, on sort ça du chapeau et on y va parce que ce sont les élections et comme le dit Dominique de Villepin, on mélange le calendrier électoral et l'intérêt national. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Donc lui, il ne s'occupe pas du calendrier électoral, il s'intéresse qu'à l'intérêt national. Eh bien, figurez-vous que le président de la République aussi, moi aussi, ceux qui l'entourent aussi, et le gouvernement aussi, a fortiori, s'intéressent à l'intérêt national. Alors, que s'est-il passé? Il y a eu le G20. Ensuite, on s'est mis d'accord avec les Allemands pour proposer à la Commission européenne de rédiger un projet de directive qui va être mis sur la table du Conseil européen. Bien, j'ai écouté Mme Merkel il y a quelques instants, qui s'est dit tout à fait favorable à ce projet et qui veut que l'Union européenne décide le plus rapidement possible. Qu'a dit le président de la République? Il a dit simplement ceci: pour faire bouger les choses, nous sommes prêts à donner l'exemple
Voilà. Donc, et à mais mettre, alors, justement, est-ce que vous avez mesuré les risques de partir tout seul là-dessus? Parce qu'on le sait, Nicolas Sarkozy, il avait dit on ne peut pas le faire tout seul longtemps, puis après il a dit c'est la crise, il faut y aller. Très bien. Oui, parce qu'il y a une chance dans la crise que d'entraîner les autres. Voilà. Oui, mais en même temps, concrètement, il y a des risques de compétitivité de la place française. Peut-être. Est-ce qu'ils sont mesurés? Moi, j'ai l'impression, de l'extérieur, que c'est comme les 35 heures. C'est les 35 heures de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, il lance une mesure... Je pense que tout seul, qui peut atteindre la compétitivité de la France. Non, je ne sais pas. C'est ce que disent un certain nombre de financiers, en tout cas. Oui, mais ça, chacun, évidemment, voit midi à sa porte. Je pense que la finance a peu de leçons à donner à quiconque, vu les dégâts qui ont été commis par les dérives qu'elle a occasionnées depuis des années. On voit, on paye le prix depuis 3 ans. Donc, il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de plomber le système financier français, mais enfin, il est temps de mettre sur la table la nécessité de faire contribuer la finance à la réparation des dégâts qu'elle a commis. C'est la moindre des choses. Vous savez, la finance dans le monde, ça rapporte énormément d'argent, beaucoup plus que ça ne rend service. Bon, avant la crise, aux États-Unis, c'était 40% de tous les profits de l'économie étaient réalisés par l'industrie de la finance. Bon, et c'était à peu près la même chose dans tous les grands pays développés. On ne peut pas continuer comme ça. Le président de la République a raison. On taxe tout. On taxe la vente de logements, on taxe, vous allez acheter une baguette de pain, vous êtes taxé, et quand vous achetez des actifs financiers ou que vous les vendez, vous n'êtes pas taxé. Bon, c'est la seule chose qui n'est pas taxée. On avait l'impôt de bourse qui a été supprimé en 2007 par Christine Lagarde, c'était 0,5%. Oui. Ça va être la même chose? On va le remettre finalement, ça va être la même chose parce qu'on ne va pas taxer les obligations puisqu'on demande à tout le monde d'acheter notre dette? Écoutez, les choses sont assez simples. Le sujet est sur la table. Les décisions seront prises avant la fin du mois et le président de la République a indiqué qu'il était favorable à l'idée de prendre le projet de directive tel qu'il est présenté par l'Union européenne et de le mettre en œuvre. Alors, prématurément, de façon à essayer d'entraîner les autres. Alors, évidemment, on va réfléchir, les services de l'État qui en sont chargés réfléchissent à cela. Faire attention que dans la mesure où on précède le mouvement, on ne peut pas évidemment faire exactement la même chose que lorsqu'on est tous ensemble. C'est pas la même chose de le faire tout seul, de le faire avec le G20, mais ça va permettre d'enclencher le mouvement. Tout ça est très raisonnable. Et qui peut aujourd'hui se dire qu'il n'est pas raisonnable de taxer la spéculation? Qui donc peut dire cela? Qui peut aller devant les Français en leur disant c'est pas moral et c'est pas raisonnable de taxer la spéculation? Pour vous, la gauche doit l'approuver et François Hollande doit dire bravo. Mais il fera ce qu'il voudra. Je constate que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a mis dans les négociations internationales, dans l'agenda des négociations internationales, que les socialistes l'ont réécrit dans leur programme sans dire qu'ils ont tenté de prendre la suite du président de la République. D'ailleurs, j'observe aussi qu'aucun journaliste ne leur dit, chaque fois qu'ils ont une idée de ce genre, mais c'est déjà ce pourquoi la France se bat. La régulation de la mondialisation, la taxation des transactions financières, la moralisation du capitalisme. Pourquoi alors Nicolas Sarkozy chute-t-il dans sa popularité? Il y a un sondage aujourd'hui, il remonte dans certains sondages, mais son image personnelle et sa popularité baissent de nouveau dans un sondage aujourd'hui, Opinionway, le Nouvel Observateur. Oui, écoutez, moi je regarde pas d'abord les codes de popularité, c'est pas très intéressant parce que les élections présidentielles, ça n'est pas un concours de popularité. Le problème n'est pas de savoir si vous aimez ou pas le candidat, s'il est populaire. Le problème est de choisir entre différents candidats pour mener le pays dans des circonstances particulières. Les circonstances d'aujourd'hui, vous les connaissez, elles sont particulièrement dramatiques et la question est de savoir qui les Français, au moment où ils vont avoir à choisir, choisiront pour conduire le pays. C'est pas du tout, c'est un choix responsable. Une code de popularité, c'est juste un indice d'humeur. Et lorsque, par exemple, Philippe Douste-Blazy choisit François Bayrou en disant « je quitte l'UMP qui s'est droitisé, je rejoins le seul qui y est capable, etc. » vous vous dites pas, on a raté quelque chose? J'observe avec intérêt le comportement des uns et des autres. C'est la politique, voilà, c'est la vie politique. Ils ont quitté François Bayrou avant-hier, ils le retrouvent aujourd'hui. Je veux dire, mais c'est leur problème, c'est leur choix. Moi, Philippe Douste-Blazy est un ami, il fait ce qu'il veut. Je partage pas son diagnostic ni son choix, mais c'est un choix personnel. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Encore une fois, je pense que ça s'appelle faire de la politique. C'est pas forcément la manière dont j'ai envie de la faire, mais
Voilà, laissons les choses se faire, et puis en espérant que le moment venu, chacun fera preuve de responsabilité et que... Qui revienne à sa famille d'origine. Nous retrouverons, voilà. Merci beaucoup Henri Guénaud d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Journal de Jérémy Baudot et ensuite notre débat du lundi soir, c'est entre Alain Madelin et Jean-François Kahn, bien sûr.